Imaginez une chaîne de montagnes si isolée que des pans entiers restent quasiment inaccessibles pour qui vient de l'extérieur, à cause de rébellions et de groupes armés terrés au fond de ces vallées et de ces canyons. Quelque part dans ce territoire se dresse le point culminant de tout le désert qui l'entoure, un volcan si colossal que ceux qui l'ont observé depuis l'espace le décrivent comme l'un des repères les plus faciles à reconnaître sur toute la planète. Et ce n'est là qu'une des chaînes que nous allons explorer. Une autre abrite des glaciers presque posés sur la ligne de l'équateur, donnant au paysage des allures de planètes étrangères. L'une d'elles dissimule un sommet d'une importance mondiale, resté pourtant presque inconnu en dehors de ses frontières. Il y a aussi une chaîne où, chose incroyable, on se retrouve chaque année pour skier en plein cœur du continent africain. Et pour clore le tout, la dernière chaîne de notre liste est si peu explorée que les scientifiques eux-mêmes ne savent toujours pas exactement ce qui s'y cache. Mais commençons par la première. Une chaîne où des milliers de primates vivent au-dessus des nuages, avec un comportement qu'aucune autre espèce de singe sur Terre ne partage, entourée de falaises immenses, de villages de montagnes isolés et de traditions qui perdurent depuis des siècles sur les hauts plateaux d'Éthiopie. Les montagnes du Simien ont à peine l'air réel. Des murailles de roches jaillissent verticalement du plateau éthiopien, certaines s'effondrant sur près de 1500 mètres jusqu'aux vallées en contrebas. Vues d'en haut, certaines portions de cette chaîne évoquent davantage d'immenses forteresses naturelles que de simples montagnes s'étirant à travers le nord de l'Éthiopie. Et il ne s'agit pas de petites collines, plusieurs sommets dépassent ici les 4000 mètres, dont le Ras Dachen qui culmine à 4550 mètres, l'un des points les plus élevés de tout le continent. À certains endroits, des crêtes entières restent au-dessus de la couche nuageuse une bonne partie de la journée. Et malgré l'altitude, les plateaux qui surplombent ces falaises grouillent de vie. Des milliers de géladas parcourent ces hauteurs, l'un des primates les plus singuliers qui soient. Contrairement à presque toutes les autres espèces de singes, les géladas passent le plus clair de leur temps à brouter l'herbe, comme le ferait un troupeau. Leurs groupes peuvent compter plusieurs centaines d'individus, souvent installés à même le bord des falaises, au-dessus du vide. C'est pratiquement la seule espèce de primate connue à avoir évolué de cette façon. Ces montagnes abritent aussi l'un des derniers refuges du loup d'Éthiopie, l'espèce de loup la plus rare au monde, avec moins de 500 individus survivants. Contrairement à la plupart des loups, ils chassent principalement de petits rongeurs dans les hautes prairies alpines d'Éthiopie. Disséminés dans ce relief se trouvent des villages isolés et des monastères ancestraux, reliés par d'étroits sentiers taillés à même la roche. Pendant des générations, la difficulté d'accès à cette région a permis de préserver des coutumes et des communautés entières tout en haut des hautes terres éthiopiennes. Entre falaises vertigineuses, altitude extrême, faune rare et isolement, les montagnes du Simien sont devenues l'un des paysages les plus singuliers de tout le continent. Des hautes terres d'Éthiopie, direction un lieu qui semble totalement coupé du monde moderne. Une chaîne de montagnes ensevelie sous l'une des jungles les plus denses de la planète, où les routes sont quasiment inexistantes, où des groupes armés se sont volatilisés dans la nature pendant des décennies, et où le simple fait de traverser la région est devenu l'un des trajets les plus périlleux de tout le continent américain. La Serranía del Darién compte parmi les chaînes de montagnes les plus difficiles d'accès au monde. Dissimulée sous une jungle tropicale extrêmement dense, entre l'Amérique centrale et l'Amérique du Sud, cette région est si hostile qu'elle a créé l'unique tronçon manquant d'une autoroute qui, partout ailleurs, relie presque sans interruption l'extrême nord de l'Amérique du Nord jusqu'à la pointe la plus au sud de l'Amérique du Sud. Cette brèche était devenue tristement célèbre, et malgré toute la technologie moderne, d'immenses portions du territoire restent hors de contrôle et pratiquement inexplorées. Factions armées, trafiquants et guérilleros se sont servis de ces montagnes et de ces forêts comme refuge pendant des décennies, comptant sur le terrain lui-même pour se protéger. Dans de nombreuses zones, il n'existe toujours aucune route. Se déplacer signifie voyager par fleuve, suivre d'étroits sentiers en pleine jungle ou emprunter de petites embarcations à travers une forêt tropicale dense. Les sommets eux-mêmes ne sont pas particulièrement hauts comparés à d'autres chaînes de cette liste, mais ce qui rend l'endroit si redoutable, c'est tout ce qui l'entoure. Jungle impénétrable, serpents venimeux, crues soudaines, insectes, maladies et des rivières assez puissantes pour emporter ou noyer quiconque tente la traversée. Ces dernières années, cette région a fait la une de l'actualité internationale, lorsque des centaines de milliers de migrants ont tenté de la traverser à pied, transformant montagne et jungle en l'une des routes migratoires les plus dangereuses au monde. Beaucoup n'en ressortent jamais. Malgré tout, des communautés autochtones comme les Amberos continuent d'y vivre, certaines dépendant surtout de pirogues plutôt que de routes. Des chercheurs continuent d'y découvrir de nouvelles espèces, tant une grande partie du territoire reste coupée du reste du monde.
Aujourd'hui encore, vue d'en haut, la Serranía del Darién ressemble bien moins à une frontière moderne qu'à l'un des derniers paysages véritablement sauvages qui subsistent sur le continent américain. D'une des jungles les plus redoutables de la planète, direction une chaîne de montagnes à l'extrême opposé, tout au nord de l'Amérique du Nord, un lieu où d'immenses troupeaux de caribous traversent encore les montagnes chaque année, où les températures peuvent chuter sous les -50 et 1 degré Celsius, et où certains tronçons s'étendent sur des centaines de kilomètres sans le moindre village. La chaîne Brooks s'étire sur près de 1100 kilomètres à travers le nord de l'Alaska, formant l'une des étendues sauvages les plus reculées de toute l'Amérique du Nord. Contrairement à la plupart des chaînes de montagnes célèbres, de vastes portions de la chaîne Brooks demeurent quasiment intactes. Certaines vallées n'y comptent aucune route, aucune ville, presque aucune trace de présence humaine. Certains sommets de la chaîne n'ont jamais été gravis, tout simplement parce que les atteindre relève déjà en soi de l'expédition. Le point culminant de la chaîne est le mont Isto, qui s'élève à 2736 mètres d'altitude, près de la réserve faunique nationale de l'Arctique. Mais de nombreux sommets y paraissent encore plus isolés que ne le suggère leur altitude. Des pics comme le mont Hublet et le mont Chamberlain s'élèvent au-dessus d'une immensité sauvage, sans quasiment aucune infrastructure alentour. L'échelle du paysage est vertigineuse. Toundra à perte de vue, crêtes acérées, rivières gelées et vastes vallées s'étendant jusqu'à l'océan Arctique. En hiver, les températures peuvent y chuter sous les -50 et 1 degré Celsius, faisant de ces montagnes l'un des environnements les plus rudes du pays. Malgré ces conditions extrêmes, la faune continue d'y circuler à grande échelle. Chaque année, d'immenses hardes de caribous, comptant plusieurs centaines de milliers d'animaux, migrent à travers la chaîne Brooks, traversant ses vallées et ses cols. Grizzly, loups, orignaux et carcajous parcourent encore de vastes étendues, sauvages intactes dans cette région. Une route parmi les plus isolées de la région traverse ces montagnes, construite avant tout pour desservir un grand oléoduc. Cette route est devenue célèbre grâce à une émission de télévision sur les chauffeurs routiers du grand froid, mais en réalité, y conduire est bien plus dangereux que la plupart des gens ne l'imaginent. De longs tronçons ne disposent d'aucun service, et lors des tempêtes, des zones entières peuvent devenir quasiment infranchissables. La chaîne Brooks est également l'un des meilleurs endroits au monde pour observer les aurores boréales, puisqu'il n'y a presque aucune pollution lumineuse dans toute la région. Le ciel peut s'embraser entièrement de vert et de violet, les aurores dansant au-dessus des sommets. De ces étendues sauvages et glacées du Grand Nord, retour vers l'Afrique, mais cette prochaine chaîne n'a rien à voir avec tout ce que nous avons vu jusqu'ici, car au lieu de vallées arctiques ou de jungles denses, ces montagnes s'élèvent au-dessus de hauts plateaux où l'on vient réellement skier et faire du snowboard en plein cœur du continent, entouré de certaines des plus grandes falaises de toute l'Afrique. Le Drakensberg forme l'un des paysages montagneux les plus spectaculaires du continent. Son nom signifie « montagne du dragon ». Vue d'en haut, la chaîne évoque une gigantesque muraille de pierre traversant le sud de l'Afrique. À certains endroits, les falaises s'élèvent sur plus de 900 mètres, presque à la verticale, depuis les plaines environnantes, formant l'une des plus grandes escarpements du monde. Le point culminant de la chaîne est le Ben Macdui, qui atteint 3482 mètres d'altitude au cœur du royaume montagneux du Lesotho. Et le Lesotho en soi est unique. C'est le seul pays indépendant au monde entièrement situé au-dessus de 1000 mètres d'altitude, ce qui lui vaut le surnom de royaume dans le ciel. Étonnamment, ces montagnes comptent aussi parmi les rares endroits d'Afrique où le ski est devenu une véritable composante du tourisme local. En hiver, la neige recouvre régulièrement les hauts plateaux et des stations attirent skieurs et adeptes de snowboard venus de tout le sud du continent. Voir des remontées mécaniques et des snowboarders entourés de montagnes africaines a quelque chose de presque surréaliste. Mais bien avant l'arrivée du tourisme moderne, ces montagnes portaient déjà un poids culturel immense. Des milliers de peintures rupestres anciennes, réalisées par le peuple San, sont dissimulées dans des grottes et des abris rocheux à travers toute la chaîne, formant l'une des plus grandes collections d'art rupestre au monde. Certaines de ces peintures ont plus de 2000 ans et représentent des scènes de chasse, des rituels et des animaux qui parcouraient autrefois la région. Ces montagnes ont aussi contribué à forger l'identité du peuple Basotho. En raison du relief, de nombreux villages sont restés naturellement protégés et isolés en altitude pendant des siècles. Aujourd'hui encore, chevaux et sentiers de montagne demeurent essentiels au transport dans les zones les plus reculées du Lesotho. Entre falaises impressionnantes, neige hivernale, culture ancestrale et panorama à couper le souffle, le Drakensberg s'est imposé comme l'une des chaînes de montagnes les plus spectaculaires visuellement de tout le continent. Des montagnes d'Afrique australe, direction le cœur de la Sibérie, une chaîne reculée parsemée de lacs gelés, de forêts profondes et de vallées isolées, où certaines communautés vivent encore comme des éleveurs nomades de rennes,
au cœur de l'un des environnements les plus froids de la planète, et où se cachent, au sein de ces montagnes, des cultures et des traditions qui ont survécu dans l'isolement pendant des générations. Les monts Sayan s'étendent à travers le sud de la Sibérie, près de la frontière avec la Mongolie, formant l'une des régions montagneuses les plus isolées de toute l'Asie. D'immenses pentes forêts, des rivières gelées, des lacs alpins et des sommets enneigés s'étalent sur des distances considérables, avec très peu d'aménagements entre eux. Certaines vallées y restent gelées une bonne partie de l'année, et les hivers y sont d'une rudesse extrême, même selon les standards sibériens. Dans certaines portions de cette chaîne, les températures chutent au point que des paysages entiers disparaissent enseigés sous la neige et la glace pendant des mois. Le plus haut sommet de la chaîne est le Munk Saridag, qui culmine à 3491 mètres d'altitude, près de la frontière mongole, entouré d'une nature sauvage, où la faune règne encore en maître. Ours bruns, loups et même panthères des neiges continuent de survivre dans certaines des zones les plus isolées dans celles de cette chaîne, évoluant entre pics rocheux et vallées gelées, loin de toute présence humaine. Mais ce qui rend les monts Sayan particulièrement fascinants, c'est la culture qui s'y cache. Certaines portions de cette chaîne sont encore habitées par des communautés nomades éleveuses de rennes, dont de petits groupes, Fwanya, qui se déplacent à travers les montagnes avec leurs troupeaux, exactement comme leurs ancêtres le faisaient des générations plus tôt. Dans certaines poches reculées, des traditions chamaniques ont également survécu, bien après avoir disparu ailleurs dans le monde moderne. Ces montagnes se sont profondément liées au folklore sibérien, mêlant esprit, sommets sacrés et lieux cachés au cœur des forêts. La région voisine est également célèbre à travers le monde pour un style de chant diphonique où les chanteurs produisent donc plusieurs sons simultanément, créant des résonances presque irréelles qui se répercutent à travers les montagnes. Parce qu'une grande partie de la Sibérie est restée coupée du reste du monde pendant si longtemps, les monts Sayan ont acquis une réputation quasi légendaire, même au sein de la région, comme l'une des dernières véritables étendues sauvages qui subsistent en Eurasie. Des forêts glacées de Sibérie, nous traversons de nouveau le Pacifique vers une chaîne où certains des plus hauts sommets de la planète jaillissent presque directement de l'océan. Un paysage de glaciers colossaux, de tempêtes violentes et d'un relief si escarpé et dangereux que même des alpinistes chevronnés considèrent certaines portions de cette chaîne parmi les environnements les plus rudes de toute l'Amérique du Nord. Les montagnes Saint-Élie réunissent certains des paysages les plus spectaculaires de toute la planète. Ce qui rend cette chaîne si singulière, c'est la manière dont les montagnes surgissent brutalement du littoral. À certains endroits, les sommets grimpent d'à peine le niveau de la mer à plus de 5500 mètres sur une distance incroyablement courte, créant l'un des dénivelés les plus extrêmes au monde. Le sommet le plus célèbre ici est le mont Saint-Élie lui-même, qui culmine à 5489 mètres d'altitude, près du golfe qui borde la chaîne. C'est l'une des montagnes les plus hautes au monde, situées aussi près du large. En raison de cette position, le climat y est notoirement violent. L'humidité venue du Pacifique s'écrase directement contre les montagnes, générant d'énormes tempêtes, de fortes chutes de neige et des conditions propices aux avalanches, rendant l'ascension extrêmement dangereuse. Autour des sommets se trouvent certains des plus grands glaciers et champs de glace en dehors des régions polaires, de véritables fleuves de glace qui s'étendent sur le paysage et remodèlent constamment vallées et montagnes au fil du temps. Certains de ces glaciers sont si immenses qu'ils ressemblent presque à des autoroutes gelées filant vers la mer. Ces montagnes sont également restées profondément liées à une célèbre ruée vers l'or de la fin du XIXe siècle. Des milliers de prospecteurs ont franchi des cols voisins à la recherche d'or, et beaucoup n'ont jamais survécu au voyage. Avalanches, famine, froid glacial et épuisement ont tué un nombre considérable de personnes tentant la traversée, emportant leurs provisions. Bien avant cela, des peuples autochtones empruntèrent déjà de dangereuses routes glaciaires à travers cette région pour le commerce et les déplacements le long de la côte nord-ouest du continent. Certains récits autochtones décrivent même les glaciers comme des forces vivantes capables de colère et de destruction. Aujourd'hui encore, de vastes portions des montagnes Saint-Élie demeurent remarquablement sauvages et difficiles d'accès, avec leurs sommets imposants, leurs champs de glace colossaux et un climat assez rude pour éprouver même les alpinistes les plus aguerris. De ces glaciers gigantesques du nord, retour vers l'équateur, vers une chaîne de montagnes si singulière que des géographes de l'Antiquité crurent y trouver la légendaire source de l'un des plus grands fleuves du monde, un lieu où glaciers et neiges subsistent encore presque à la verticale de l'équateur, entouré de forêts peuplées de plantes gigantesques qui donnent au paysage des allures presque extraterrestres.
Les monts Ruwenzori comptent parmi les chaînes les plus étranges de toute la planète. Ces sommets s'élèvent presque exactement sur la ligne équatoriale, et pourtant leur plus haut point reste couvert de glaciers et de neige. Pendant des millénaires, cette chaîne fut si mystérieuse que les géographes de l'Antiquité la surnomment les montagnes de la Lune, convaincus qu'elle dissimulait la source d'un grand système fluvial. Aujourd'hui encore, certaines parties du Ruwenzori semblent quasiment inexplorées. Forêts tropicales denses, vallées escarpées, pluies quasi constantes et boue épaisse ont rendu ces montagnes redoutables aux yeux des premiers explorateurs. Certaines expéditions sont restées bloquées pendant des semaines à cause de tempêtes incessantes et d'un terrain impraticable. Aujourd'hui encore, certaines portions de la chaîne demeurent extrêmement difficiles d'accès. Le point culminant est le mont Stanley, qui s'élève à 5109 mètres d'altitude, l'un des plus hauts sommets de tout le continent. Alentour, le paysage semble tout droit sorti d'une autre planète. Des lobélies géantes et d'immenses sénessons recouvrent les pentes, créant un décor qui évoque davantage un autre monde qu'une chaîne de montagnes ordinaires. Beaucoup de ces plantes ont évolué spécifiquement pour résister à des nuits glaciales conjuguées à un soleil équatorial intense, propre à ces altitudes. Les glaciers eux-mêmes disparaissant également à grande vitesse. Les scientifiques estiment qu'une grande partie de la glace restante pourrait disparaître entièrement d'ici quelques décennies à cause du changement climatique, transformant peu à peu l'un des paysages les plus singuliers du continent. Pendant des siècles pourtant, ces montagnes représentaient bien plus qu'une simple donnée géographique. Des royaumes locaux considéraient le Ruwenzori comme sacré, et la brume permanente, les glaciers et les vallées cachées ne faisaient qu'approfondir le mystère qui l'entourait. Des glaciers de l'équateur, direction le cœur du plus grand désert chaud de la planète, vers une chaîne volcanique si reculée et isolée que, pendant des décennies, des groupes rebelles et des combattants armés se sont enfoncés au plus profond de ces vallées, échappant presque totalement au contrôle de tout gouvernement, et dominant l'ensemble se dresse le point culminant de tout ce désert. Les montagnes du Tibesti jaillissent en plein cœur de ce désert, en formant de loin les plus hauts sommets. Contrairement aux dunes de sable que la plupart des gens imaginent en pensant à ce désert, le Tibesti est un paysage de volcans gigantesques, de canyons profonds, de roches volcaniques noires, et d'un relief qui, par endroits, évoque davantage la surface de Mars que la Terre. Le plus haut sommet est l'Emikushi, un volcan colossal culminant à 3415 mètres d'altitude. Ce volcan est si immense et isolé que ceux qui l'ont observé depuis l'espace l'ont décrit comme l'un des repères les plus faciles à identifier sur toute la planète depuis l'orbite. La région est si reculée qu'en 2011, des astronautes à bord d'une station spatiale en orbite ont photographié de la fumée s'élevant du fond de ces montagnes avant même que presque personne au sol ne s'en aperçoive. Malgré cet environnement hostile, des populations y survivent depuis des siècles. Des vallées cachées au cœur de ces montagnes abritent donc des palmeraies, de petits villages et des points d'eau entourés d'un désert sans fin. Le peuple qui habite cette région est devenu célèbre pour sa capacité à endurer certaines des conditions les plus rudes de toute la planète. Pendant des millénaires, des routes caravanières ont traversé ces montagnes pour transporter des marchandises à travers le désert, et l'on trouve disséminé dans toute la chaîne un art rupestre ancien représentant girafes, crocodiles et autres animaux d'une époque où ce désert était bien plus verdoyant qu'aujourd'hui. Mais ce qui rendit le Tibesti particulièrement tristement célèbre à l'époque moderne, c'est justement son isolement. De vastes portions de ces montagnes sont restées hors de tout contrôle effectif pendant des décennies. Groupes rebelles, trafiquants et combattants armés se sont servis du relief volcanique et des vallées reculées comme refuge, précisément parce que la région était si difficile d'accès. Certains canyons et tronçons de la chaîne sont demeurés mal cartographiés jusqu'à très récemment. Entre volcans gigantesques, vallées désertiques cachées, art rupestre millénaire et isolement extrême, les montagnes du Tibesti sont devenues l'un des paysages les plus irréels de tout le continent. Des volcans du désert, direction la chaîne de montagnes la plus froide et la plus isolée de cette liste, une immense muraille de sommets s'étirant sur plus de 3500 km à travers le continent le plus austral de la planète, entouré de glaciers colossaux, de glace permanente et de températures assez froides pour tuer une personne en quelques minutes dans de mauvaises conditions. Aujourd'hui encore, d'immenses portions de cette chaîne restent quasiment inexplorées. Les monts transantarctiques forment l'une des chaînes de montagnes les plus longues de toute la planète, s'étirant sur plus de 3500 km à travers le continent. Cette chaîne est si vaste qu'elle divise pratiquement le continent en deux régions distinctes. Autour de ces montagnes se trouvent certains des plus grands glaciers et champs de glace de la planète, s'étendant à l'infini sur ce paysage figé. Les températures y peuvent chuter sous les 60 degrés négatifs Celsius, créant des conditions si extrêmes que la peau exposée peut geler en quelques minutes lors des tempêtes. Des vents puissants qui balayent les vallées
rendant la situation encore plus dangereuse, en particulier durant le long hiver polaire, quand certaines parties du continent restent plongées dans l'obscurité pendant des mois. L'un des sommets les plus mystérieux de la chaîne est le mont Elizabeth, qui s'élève à 4357 mètres au-dessus de la calotte glaciaire. Malgré son échelle impressionnante et sa silhouette pyramidale saisissante, il reste à ce jour la plus haute montagne du continent à n'avoir jamais été gravie. Un autre sommet bien connu est le mont Kirkpatrick, où des chercheurs ont découvert des fossiles de dinosaures au sommet de ces montagnes glacées, prouvant que le continent fut jadis recouvert de forêts, des millions d'années avant d'être enseveli sous la glace. Ces montagnes sont également devenues légendaires durant l'âge héroïque de l'exploration polaire, lorsque les premiers explorateurs traversèrent des portions de cette chaîne au cours de certaines des expéditions les plus périlleuses de l'histoire humaine, affrontant glaciers, tempêtes et des températures que presque personne n'avait jamais connues auparavant. Aujourd'hui encore, malgré les satellites et la technologie moderne, d'immenses étendues des monts transantarctiques restent rarement visitées et pratiquement intouchées par l'homme. Par son échelle vertigineuse, sa glace sans fin, son froid impitoyable et son éloignement du reste de l'humanité, la chaîne des monts transantarctiques s'est imposée comme l'une des dernières de véritables étendues sauvages qui subsistent sur la planète.